Bonjour, je suis Hélène et j'ai vécu avec un Covid long pendant près de 5 ans. Aujourd'hui, je peux enfin parler de cette maladie au passé. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous les étapes clés de mon parcours de guérison, ce que j'ai appris à chacune d'elles en espérant que vous pouvez vous en inspirer dans votre propre chemin. Cette chaîne s'adresse aussi aux personnes qui vivent avec un syndrome de fatigue chronique, une fibromyalgie ou plus largement une maladie chronique. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de regarder d'abord mon témoignage, je le mets en lien ici, comme ça cette vidéo fera plus de sens. Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas médecin. Cette vidéo ne remplace pas un avis médical et a uniquement pour objectif de partager mon expérience et les enseignements que j'en ai tirés. La première étape de mon parcours a été d'obtenir un diagnostic. Dans mon cas, c'était assez clair dès le début que j'avais un Covid long. J'ai réalisé différents examens dans une clinique spécialisée afin de confirmer le diagnostic et d'écarter d'autres maladies. Cette étape a été essentielle pour me rassurer. Même si les symptômes étaient très intenses et parfois invalidants, les examens ne montraient pas de lésions ou d'anomalies qui indiquaient que mon corps était en train de subir des dommages irréversibles. Comprendre cela a énormément diminué mon anxiété. Par la suite, j'ai continué de temps en temps à faire des bilans, comme pour vérifier d'éventuelles carences. Et lorsqu'un symptôme m'inquiétait vraiment, je consultais pour me rassurer qu'il ne s'agissait pas d'un autre problème médical. En revanche, je n'ai pas cherché à traiter chaque symptôme séparément. Pour moi, ils faisaient tous partie d'un même problème. En plus, à force de consulter de nombreux spécialistes, on risque parfois d'accumuler les diagnostics et les étiquettes médicales sans forcément avancer. Et ça demande énormément d'énergie. Déjà d'aller une fois par mois chez mon médecin généraliste pour prolonger mon arrêt maladie me demandait tellement d'efforts, je ne voulais pas dépenser plus d'énergie à multiplier les rendez-vous. Je me suis aussi vite rendu compte que le monde médical ne savait pas comment m'aider. À chaque fois, on me disait que le Covid long était une maladie récente, complexe, pour laquelle il n'existe pas de traitement. Les recommandations étaient d'éviter de faire du sport et plutôt de faire du pacing, d'être patiente, de méditer. Il y avait aussi la possibilité d'aller en clinique de réadaptation, mais j'entendais trop de témoignages de personnes qui en ressortaient aggravées parce que les protocoles n'étaient pas adaptés. J'ai donc décidé de prendre ma guérison entre mes propres mains et c'est là que j'ai découvert les approches corps-esprit. La deuxième étape a été un long processus d'acceptation. Même avec le diagnostic, j'ai mis du temps à accepter que j'étais réellement malade. Et surtout, accepter que ça signifiait de mettre ma vie en pause, le temps d'aller mieux. La première année, j'ai essayé de continuer à vivre ma vie comme avant, à travailler, à voir mes amis. Mais en réalité, j'étais coincée dans un cycle où j'en faisais trop dès que j'allais un peu mieux, et puis je rechutais. Pendant longtemps, j'ai cru qu'accepter la maladie voulait dire s'y soumettre, comme si j'abandonnais l'idée de guérir. Mais en fait, accepter, c'est accueillir la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, sans lutter en permanence contre. Accepter ne veut pas dire être d'accord avec la maladie, mais de reconnaître qu'elle est là aujourd'hui et que je n'ai pas le choix. Pour moi, ça a voulu dire que pour un temps, ma santé devait devenir ma priorité et que ça impliquait de prendre certaines mesures pour me donner les meilleures chances de guérison. Concrètement, ça a voulu dire apprendre à dire non, à demander de l'aide, à mieux exprimer mes besoins et à respecter davantage mes limites. J'ai aussi dû laisser tomber les attentes de guérir en l'espace d'un certain temps ou de vouloir reprendre le travail et ma vie d'avant le plus vite possible. Ça m'a pris beaucoup de temps. Il m'a fallu 1 an pour arrêter de travailler, puis encore 1 année avant de faire réellement de ma santé ma priorité. La troisième étape a été d'apprendre à vraiment me reposer. Ce qui revient souvent dans les témoignages de personnes vivant avec un Covid long ou un syndrome de fatigue chronique, c'est ce profil très actif. Des personnes qui ont tendance à beaucoup pousser leur corps, à toujours en faire plus ou à faire passer les besoins des autres avant les leurs. Des recherches montrent aussi que les personnes qui développent un syndrome de fatigue chronique ont souvent vécu une longue période de stress avant de tomber malade. À un moment, l'organisme finit par ne plus suivre et a besoin d'une vraie période de repos. C'était clairement mon cas. Comme je le partage dans mon témoignage, j'avais l'impression que c'était égoïste de penser à moi et de me reposer. Alors j'arrêtais pas de pousser mon corps au-delà de ses limites. J'ai dû apprendre ce que c'était le repos et en faire vraiment ma priorité.
Au début, je passais une grande partie de ma journée sur mon canapé à regarder des séries réconfortantes. Et même si ça me faisait beaucoup de bien sur le moment, ça reste stimulant pour le cerveau. Et ce n'est pas le même type de repos qu'un état de récupération. J'ai donc commencé à intégrer des formes de repos beaucoup plus profondes dans mon quotidien. La pratique qui m'a le plus aidée, c'est le yoga nidra, ou aussi appelé yoga du sommeil. C'est une pratique ancienne de relaxation profonde qui permet au corps et au système nerveux de se détendre et de se régénérer. Contrairement à ce que le nom laisse penser, on ne bouge pas pendant la pratique, on reste allongé. Donc pendant des mois, j'en faisais tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour, et c'est vraiment devenu ma pratique préférée pour récupérer et mieux gérer mon énergie. J'ai aussi beaucoup utilisé des méditations guidées, des visualisations, des exercices de respiration douce et parfois simplement rester allongé sans écran, sans stimulation, si possible dehors dans la nature. La quatrième étape a été de mieux comprendre la maladie, car le simple repos ne suffisait pas pour aller mieux. J'ai commencé à regarder énormément de témoignages de guérison. Beaucoup expliquaient les maladies chroniques par un cerveau et un système nerveux restés coincés en mode survie. Ces théories étaient souvent expliquées de manière différente et avec le brouillard mental, je ne comprenais pas toujours tout, mais l'idée centrale faisait énormément de sens pour moi. Et je partage ici une version très simplifiée. Notre cerveau et notre système nerveux forment ensemble notre système de protection. Le rôle principal est de nous maintenir en vie. On a évolué pour faire face à des dangers aigus et ponctuels. Nos ancêtres pouvaient devoir fuir un prédateur ou survivre à une tempête. Une fois le danger passé, leur organisme revenait vers un état d'équilibre. En revanche, ce pourquoi notre système n'est pas conçu, c'est un stress qui ne disparaît jamais réellement. Dans notre société moderne, les sources de pression sont souvent plus subtiles, nombreuses et continues. Un travail exigeant, des difficultés financières et relationnelles, des responsabilités familiales importantes, mais aussi des facteurs plus invisibles comme la pression qu'on peut se mettre sur soi-même avec du perfectionnisme, un besoin de performance ou de faire passer les autres avant soi. Seulement le cerveau ne fait pas la différence entre un stress physique ou émotionnel ou une infection. Les mêmes systèmes de protection peuvent être activés. Et petit à petit, le vase se remplit. L'être humain est capable de gérer beaucoup de stress, mais cette capacité n'est pas infinie. Au bout d'un moment, les capacités émotionnelles, cognitives et biologiques s'épuisent. À ce moment-là, quand l'organisme est déjà à bout, un événement peut agir comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase et tout le système peut basculer. Une étude montre que chez les personnes qui développent un syndrome de fatigue chronique, les déclencheurs les plus fréquents sont une infection, comme le Covid, un événement de vie particulièrement stressant ou une exposition à des toxines. Dans mon cas, c'était les trois. Comme je le raconte dans mon témoignage, j'ai attrapé le Covid après des années de stress chronique et de problèmes de santé. Les mois précédents, j'enchaînais une infection après l'autre, mais sans être capable de récupérer. Et pour couronner le tout, j'avais des moisissures dans mon appartement. Donc, avec recul, c'est pas étonnant que mon système a fini par lâcher. Comme le cerveau a pour mission de nous maintenir en vie, s'il estime que le corps n'a plus assez de ressources pour faire face à cette nouvelle menace, il peut passer dans un mode hyper protecteur. On peut s'imaginer un système d'alarme d'incendie. Au départ, il sonne uniquement lorsqu'il y a un vrai feu. Mais à force d'être sollicité, il devient tellement sensible qu'il se met à sonner dès qu'on fait griller du pain ou qu'on allume une bougie. L'alarme n'est pas cassée, elle est devenue hyper réactive. Et c'est comme ça que je comprends le Covid long et d'autres maladies chroniques. Le cerveau et le système nerveux deviennent hyper sensibles. Ils interprètent des situations pourtant inoffensives, par exemple marcher, une émotion, être exposé à la lumière ou au bruit, comme si elles représentaient un danger. Le cerveau croit qu'il doit nous protéger, donc il crée des tas de symptômes pour nous pousser à ralentir. Fatigue, douleur, brouillard mental. Naturellement, pour notre survie, on a appris qu'un symptôme, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Donc on s'inquiète, surtout s'ils persistent, s'empirent ou ne font juste pas de sens. Le problème, c'est que cette vigilance entretient les symptômes de manière totalement inconsciente. Cette vigilance peut aussi prendre la forme de peur, frustration, rumination,
tristesse ou découragement face à notre situation, le fait de surveiller constamment son corps ou simplement le stress qu'engendre cette maladie. Toutes ces réactions sont absolument légitimes. Mais pour un cerveau déjà hyper vigilant, elle lui signale que quelque chose ne va pas et qu'il a raison de nous protéger. Et ça devient une boucle. Le cerveau qui est devenu trop protecteur prédit du danger partout. Il crée donc un tas de symptômes réels dans notre corps pour nous protéger. Face à ces sensations désagréables, on s'inquiète. Forcément, on se dit que quelque chose ne va pas. Cette inquiétude, on voit alors un nouveau signal de danger au cerveau. Il se dit, voilà, j'avais raison, il y a bien une menace. Il maintient l'alarme activée et le cycle tourne en boucle. À ce stade, je veux préciser que les symptômes sont bien réels. Dire qu'ils impliquent le cerveau ne veut pas dire qu'ils sont imaginaires ou dans la tête. Donc oui, le cerveau est dans la tête, mais c'est un organe du corps et il est capable de créer de vrais changements physiologiques dans l'organisme. Tout ça, ce n'est pas de votre faute. Le corps n'est pas cassé. Il fait exactement ce pourquoi il a été conçu, vous protéger. Le problème, c'est qu'il est devenu trop vigilant, comme un système d'alarme qui s'emballe et n'arrive plus à se désactiver. Comprendre cela a tout changé pour moi. Au lieu de m'énerver pour chaque symptôme, j'ai commencé à réagir avec beaucoup plus de douceur et de compassion. J'ai compris que pour guérir, je devais réapprendre à mon cerveau et à mon système nerveux que le danger était vraiment passé et qu'ils sont à nouveau en sécurité. La 5e étape a été de changer ma façon de réagir lorsque les symptômes apparaissaient. Comme mes tests étaient revenus normaux, j'avais compris que les symptômes n'étaient pas dangereux, mais un mécanisme de protection hyper réactif. J'ai découvert ce qu'on appelle la reprogrammation neuronale, ou brain training en anglais. L'objectif n'est pas de nier les symptômes, ni de faire semblant que tout va bien. Il s'agit plutôt d'apprendre à y répondre différemment, avec plus de neutralité, curiosité et sécurité, afin de ne plus alimenter le système d'alarme. J'ai commencé par observer mes pensées, qui tournaient principalement autour de la maladie. Du réveil au coucher, je me répétais en boucle « Je suis si fatiguée, si fatiguée ». Je surveillais constamment mes symptômes, je les notais dans un journal, je ne parlais que de ça et la maladie était devenue mon identité. J'ai essayé d'arrêter de focaliser autant de mon attention sur la maladie pour la déplacer vers la guérison. Au lieu de voir ce qui n'allait pas et ce que je n'étais pas capable de faire, j'ai commencé à chercher et à célébrer tous les moindres progrès que je pouvais faire. Chaque chose que j'étais capable de faire devenait une preuve que je pouvais guérir. C'était très difficile au début, je ressentais des symptômes en permanence, sans moment de répit, et j'étais triste et frustrée la plupart du temps. Donc pour moi, c'était essentiel de ne pas juste refouler mes émotions, mais de reconnaître comment je me sentais. En plus, le cerveau ne va pas être dupé si on ignore sa souffrance et qu'on se force juste à penser positivement. Donc j'ai appris à accueillir mes pensées et mes émotions avec de la compassion et ensuite de les transformer en un message plus utile. Par exemple, je me répétais des phrases comme « Je n'aime pas me sentir si fatiguée. C'est tellement difficile. Et c'est ok. Je sais maintenant que c'est mon cerveau qui veut me protéger. Merci. Mais je suis en sécurité maintenant et je sais que je peux guérir. » J'ai aussi beaucoup utilisé l'EFT tapping lorsque je me sentais dépassée par les émotions. Ça m'aidait à calmer la frustration, la tristesse et le découragement autour de la maladie. Pour certaines personnes, ce changement de regard sur les symptômes et le travail de reprogrammation neuronale semblent suffire pour obtenir une amélioration importante, parfois même très rapidement. Pour moi, cette étape a surtout transformé mon rapport avec la maladie et m'a permis de sortir de cette spirale de rumination autour des symptômes et de me détacher un peu plus de la maladie. Je me suis donc sentie plus calme et plus sereine. J'ai quand même réussi à faire disparaître complètement mes allergies aux moisissures en utilisant ces méthodes, mais pour le reste des symptômes, je ne voyais pas d'amélioration. J'avais beau comprendre et me répéter mentalement « tout va bien, le danger du virus est passé », mon corps, lui, continuait de réagir comme si une menace était toujours présente. La 6e étape a été probablement le plus grand tournant de mon parcours. Comprendre et travailler avec mon système nerveux.
On ne peut pas séparer le cerveau du reste du corps. Il communique en permanence dans les deux sens. Nos pensées influencent notre physiologie, mais nos sensations corporelles influencent aussi notre cerveau. Pour aller mieux, il ne suffisait pas que je comprenne intellectuellement que j'étais en sécurité, je devais aussi le ressentir physiquement dans mon corps. Et ça, c'était très difficile et lent. J'y travaille encore toujours aujourd'hui. C'est là que la théorie polyvagale m'a énormément aidée. Elle explique que notre système nerveux autonome scanne en permanence notre environnement, nos sensations corporelles et nos relations avec les autres pour répondre à une question. Est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que j'ai besoin de me protéger? Selon la réponse, il va naviguer entre différents états. Quand le système nerveux perçoit de la sécurité, le corps peut alors consacrer davantage d'énergie à la récupération, la digestion fonctionne, le sommeil est réparateur, on se sent connecté aux autres. C'est là que se passe la guérison. A l'inverse, lorsqu'il détecte un danger, réel ou perçu, il va activer différents mécanismes de protection. Il peut y avoir un état d'hyperactivation, le corps est en alerte, le cœur bat plus vite, les pensées s'accélèrent, les muscles se tendent et l'anxiété augmente. Si le stress devient trop important ou dure trop longtemps, on peut aussi basculer vers un état d'effondrement. Ça peut se manifester par une sensation de fatigue écrasante, brouillard mental, une sensation de vide, la dépression. Il est aussi possible d'être dans un état mixte où on se sent complètement épuisé mais allumé ou alerté. C'est par exemple quand on n'arrive pas à s'endormir malgré une fatigue écrasante. Ces réactions ne sont pas des dysfonctionnements, ce sont des mécanismes de protection super intelligents que notre organisme utilise pour nous maintenir en vie. Un système nerveux sain, c'est un système qui est flexible, qui passe d'un état à l'autre et sait revenir à la sécurité, à l'état de régénération. Le problème, c'est quand on reste principalement bloqué dans l'un de ces états de survie. Et à mon avis, c'est ce qui peut se passer chez une personne qui souffre du Covid long ou d'un syndrome de fatigue chronique. Pendant longtemps, je pensais que réguler mon système nerveux voulait simplement dire me calmer. Donc je faisais beaucoup de méditation et d'exercices de respiration pour être détendue la plupart du temps. Mais je ne progressais pas. En découvrant la théorie polyvagale, je me suis rendu compte que j'avais confondu le calme pour un état d'effondrement. Mon corps n'avait pas besoin d'être davantage ralenti, il avait plutôt besoin de retrouver doucement de l'énergie et du mouvement. J'ai aussi remarqué que je ne me sentais ni en sécurité dans mon corps, ni en relation avec d'autres personnes ou avec le monde extérieur. Donc j'avais aussi besoin de sécurité. J'ai aussi compris une chose essentielle. Le système nerveux ne se régule pas parce qu'on fait simplement un exercice de respiration. Il se régule lorsqu'il reçoit suffisamment d'indices de sécurité. Et ces indices ne sont pas les mêmes pour tout le monde, ni même pour nous-mêmes selon notre état du moment. Une pratique qui peut faire du bien à un certain moment peut déclencher une anxiété à un autre. C'était donc important pour moi d'apprendre à reconnaître dans quel état se trouvait mon système nerveux et de comprendre ce dont il avait besoin à ce moment-là pour revenir à plus d'équilibre. Quand je suis en hyperactivation, par exemple, avec de l'anxiété ou la sensation de me sentir dépassée, j'ai généralement besoin de commencer par décharger l'énergie par du mouvement, une promenade, en secouant mon corps ou en dansant. Ensuite, je peux ralentir avec des pratiques plus apaisantes comme une respiration avec une expiration plus longue, le fredonnement ou le yin yoga. Quand je sens que je suis dans un état d'effondrement ou avant, quand je faisais des crashs, mon système nerveux avait d'abord besoin d'un vrai repos avec le moins de stimuli possible et beaucoup de compassion. Ensuite, quand je me sentais prête, je réintroduisais doucement de l'énergie et du mouvement dans mon corps avec des étirements, en allant me poser au parc ou en parlant avec une personne qui me fait du bien. J'ai compris que réguler son système nerveux ne signifie pas d'être tout le temps calme. Il s'agit plutôt de se sentir en sécurité. Parfois, ça signifie de ralentir, parfois on a besoin de bouger, parfois on a besoin d'être seul, d'autres fois on a besoin de chercher une connexion avec d'autres. Pour moi, réguler mon système nerveux a donc voulu dire apprendre à écouter mon corps, comprendre ses réactions et reconstruire progressivement une relation de confiance avec lui.
L'étape suivante a été de m'exposer gentiment et avec sécurité aux activités. Le cerveau et le système nerveux n'apprennent pas la sécurité seulement par la compréhension, mais surtout par des expériences positives et répétées. Pendant les 2 premières années de maladie, mon état de santé ne s'améliorait pas vraiment, notamment parce que j'étais coincée dans un cycle d'hyperactivité et effondrement. Je faisais des activités, mais qui finissaient toujours par provoquer une rechute. Et avec le temps, j'ai commencé par avoir peur des activités, je les ai donc limitées de plus en plus. Je ne supportais juste plus de faire des rechutes. Mais au bout d'un moment, je sentais que pour pouvoir progresser, j'avais besoin de m'exposer graduellement aux activités et aux situations qui provoquaient des symptômes pour réapprendre à mon système qu'elles étaient sûres. Avant d'augmenter mes activités, j'avais besoin de stabiliser mon état. J'ai travaillé avec ce qu'on appelle la baseline. C'est le niveau d'activité qu'on peut faire quasiment tous les jours sans aggraver les symptômes. Une fois que ce niveau devient confortable, on peut augmenter très doucement la durée ou l'intensité pour trouver un nouveau niveau. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver ma baseline, car je voulais toujours en faire trop et j'ai des difficultés à garder des routines en place. Donc sur plusieurs mois, je me suis efforcée à avoir des journées un peu plus structurées avec des habitudes et des exercices à faire presque tous les jours. Au lieu de faire une promenade de 45 minutes 1 à 2 fois par semaine, je faisais une promenade de 15 minutes chaque jour. Au lieu de faire une séance de yoga de 20 minutes quelques fois par mois, je commençais ma journée avec 5 à 10 minutes d'étirement. Une fois que ce niveau d'activité était régulier et stable, je l'augmentais très légèrement. À ce moment-là, c'était normal de ressentir plus de symptômes. Le cerveau hyperréactif s'emballe et déclenche l'alarme. Et c'est à ce moment-là que je pouvais créer un vrai changement en appliquant les outils que j'ai appris auparavant. Au lieu d'y répondre par la frustration ou la peur d'une grosse rechute, je me répétais que c'était une réaction totalement irrationnelle de mon cerveau, que le fait de marcher n'est pas une activité dangereuse, mais qui devrait me faire du bien. Et c'est juste une phase d'adaptation. Ça m'a pris énormément de temps de ne plus avoir peur des symptômes. Au début, je doutais et je craignais toujours une rechute. Mais petit à petit, ces périodes d'ajustement sont devenues de moins en moins intenses et de plus en plus courtes. J'ai commencé à retrouver confiance en mon corps et au bout d'un moment, je ne réagissais même plus aux symptômes. Lorsqu'ils s'amplifiaient, je savais que ça faisait juste partie du processus, qu'ils étaient inoffensifs et qu'ils finiraient de nouveau par s'apaiser. C'est quand j'ai mis les différentes pièces ensemble que j'ai commencé à voir de vrais progrès stables. Reprendre progressivement les activités dans un contexte où mon système nerveux pouvait se sentir plus en sécurité, tout en travaillant sur mes pensées et ma réaction aux symptômes, et en utilisant les différentes ressources pour trouver plus de sécurité dans mon corps et dans mon système nerveux. Ces étapes m'ont amené à environ 90 à 95 ou 90 à 95% de guérison. Alors pourquoi pas 100%? Plus j'étais capable de retourner à la vie normale, plus je retombais dans les vieux schémas. Je me suis de nouveau sentie dépassée par les exigences de la vie et j'ai recommencé à me mettre sous pression avec le perfectionnisme. Et on arrive à la dernière étape, qui pour moi est tout ce qui est le travail émotionnel, avec les croyances limitantes ou les blessures du passé. Pour moi, cette étape veut dire adresser différents facteurs ou mécanismes qui peuvent entretenir la maladie. Pourquoi est-ce que je suis tombée et surtout restée malade? Quels sont les mécanismes profonds qui ont poussé mon système à bout? Avant d'attraper le Covid, qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, il y avait déjà un terrain sous pression depuis longtemps. À mon avis, le Covid long et certaines autres maladies chroniques, ce n'est pas juste le corps qui dit brusquement « stop, j'en peux plus, c'est trop ». Beaucoup de personnes poussent leur corps à la limite, travaillent trop, attrapent des virus, sans pour autant développer des symptômes chroniques. Ce qui fait basculer le système, ce n'est pas forcément une activité excessive, c'est plutôt comment on fait ces activités et pourquoi. C'est parfois ces habitudes qui entretiennent un système dans un état de pression permanente. Le perfectionnisme, l'autocritique, les émotions refoulées, le besoin de performance ou ignorer ses propres besoins pour ceux des autres. Tout ça, ça peut être perçu par le cerveau comme des signaux que quelque chose ne va pas avec nous, que le monde n'est pas un espace sûr.
Et tant que mon environnement interne et externe reste une source permanente de pression, guérir complètement devient difficile. Je peux faire tous les exercices de régulation au monde. Si au quotidien je continue de mettre de l'huile sur le feu, mon cerveau reçoit toujours le même message. Ce n'est pas encore sûr de guérir. On n'est pas encore prêt à faire face aux exigences de la vie. J'ai encore besoin de symptômes pour me protéger. À mon avis, pour que la guérison soit durable, on a besoin de ressentir et d'ancrer la sécurité partout. Dans notre corps, mais aussi dans notre vie, dans les relations avec les autres et avec soi-même. Cette étape peut être très différente pour chaque personne et pas tout le monde a besoin de faire ce travail. Certaines personnes auront peut-être besoin d'apprendre à ressentir et à exprimer leurs émotions avec plus de sécurité, sans s'en sentir submergées. Pour d'autres, ça peut être le travail sur les traumatismes passés avec l'aide d'un professionnel ou de remettre en question certains schémas et croyances qui ne les servent plus. Pour d'autres encore, ça peut concerner leur environnement, leurs relations, travail ou leur rythme de vie. C'est exactement l'étape où je me trouve aujourd'hui. Et je vois ça comme un chemin de toute une vie. Je ne trouve ça pas décourageant. Au contraire, ça me fascine et je suis reconnaissante de pouvoir être capable de faire ce travail en profondeur. Aujourd'hui, je ne me considère plus comme malade. Il m'arrive encore d'avoir des phases de fatigue quand je traverse une période avec plus de pression ou que je retombe dans des vieux schémas. Récemment, par exemple, je suis entrée dans une nouvelle phase de vie très intense. Au début, je me suis sentie dépassée et mes anciennes croyances limitantes sont revenues à la charge. Tout va trop vite, ce que je fais n'est pas assez bien, c'est trop. Et la fatigue est revenue. Puis, au bout de quelques semaines, j'ai eu une phase où je n'avais plus aucun symptôme. J'ai débordé d'énergie, c'était presque désagréable parce que j'avais plus connu ça en près de 5 ans. Pourtant, mon niveau de travail ou d'intensité n'a pas baissé, au contraire. Mais ce qui avait changé, c'était mon état d'esprit et émotionnel. J'avais retrouvé davantage de calme et de confiance et de douceur envers moi-même. Toutes ces étapes que je viens de vous partager ne se sont pas enchaînées de manière parfaitement linéaire. Dans la réalité, elles se sont beaucoup chevauchées. Je vois la guérison vraiment comme un puzzle. Chaque personne a un puzzle différent. Certains auront besoin de plus de pièces que d'autres. Et on ne peut pas poser toutes les pièces d'un coup. On les pose une après l'autre et pas forcément dans le même ordre. Pour certaines personnes, la priorité sera de trouver d'abord une stabilité avec la baseline. Pour d'autres, ce sera d'apprendre à réguler leur système nerveux. De la même façon, certaines personnes n'auront pas besoin de faire le travail émotionnel, alors que pour d'autres, ce sera la pièce maîtresse. Traverser le Covid long a été une épreuve d'une difficulté immense et une période de grande souffrance. Mais elle m'a aussi poussée à faire un travail profond sur moi-même. Aujourd'hui, j'en sors plus résiliente, plus authentique, plus en paix avec moi-même. Voilà, j'espère que mon parcours puisse vous aider dans votre propre chemin. Prenez soin de vous, avancez une pièce à la fois et gardez espoir. À bientôt!